On revient évidemment sur la partie agriculture qu'on évoquait donc au tout début de cette interview avec Harald Svensson, puisque nous avons avec nous ici à Nantes, à l'espace international Cosmopolis, Joël Limousin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en charge de la FRSEA? Tout à fait, je suis président de la FRSEA des Pays de la Loire, c'est-à-dire la structure régionale de la FNSEA. Est-ce que vous, du côté des agriculteurs français de l'Ouest, vous êtes satisfait de la nouvelle politique agricole commune qui a été mise en place donc le 1er janvier, qui a été réformée pour les 7 prochaines années à venir? C'est un débat très difficile malgré tout. Ceci étant, il faut se rappeler d'où on vient en matière de politique agricole commune. On a commencé à 6 pour arriver à 28 aujourd'hui, donc c'est très compliqué pour trouver une harmonisation entre l'ensemble des pays. Ceci étant, pour la période 2014-2020 qui se dessine, bien évidemment beaucoup de négociations, avec un enjeu environnemental qui a été vraiment impacté, notamment sur des dispositifs qui permettent de plus prendre en compte l'enjeu environnemental au travers notamment de directives, directives cadre sur l'eau, l'enjeu énergétique, la biodiversité, tout cela est intégré beaucoup plus fortement dans le programme agricole. Et donc, la ambition que nous affichons au niveau de la FNSEA, c'est surtout d'arriver à concilier économie et environnement, enjeu d'aménagement du territoire. Et c'est ça la grande différence que nous avons quelquefois entre les nouveaux entrants dans l'Union européenne et d'historiques qui ont déjà eu cette ambition d'enjeux environnementaux. Alors il est vrai quelquefois on a tendance à attaquer ou à stigmatiser Bruxelles au niveau agricole. Ceci étant, je reviendrai beaucoup plus sur les membres, quelquefois mais plus haute, en voulant laver plus blanc que blanc, et qui va plus loin que ce que demande Bruxelles. Donc il y a des moments à quelques recadrages à redonner. Justement, sur ces directives européennes liées à l'environnement, pour vous, en tant que professionnel de l'agriculture, il y en a trop? Ça complexifie votre travail au quotidien? Alors effectivement, quand on présente ces directives à l'état brut, ça peut donner ce sentiment-là. Ceci étant, quand je vois l'approche pragmatique que certains pays de l'Union aujourd'hui ont par rapport à ces directives européennes, eh bien c'est très différent de la France. Exemple, l'Allemagne, avec l'enjeu de l'énergie renouvelable au travers de la méthanisation, 7000 unités de méthanisation ont été mises en place, alors que nous, on est avec quelques dizaines. Donc vous voyez qu'il y a, avec une même politique européenne, des pays qui ont enclenché la vitesse supérieure. Alors on peut avoir quelques désaccords en mettant des végétaux dans les usines de méthanisation, alors que notre vision est plutôt de valoriser les effluents d'élevage au travers de l'énergie renouvelable, et c'est un vrai défi. Et vous, vous êtes prêt en tant qu'agriculteur français à mettre le paquet, excusez-moi l'expression, sur justement ces structures qui permettraient de valoriser à condition effectivement que l'agriculteur ne soit pas simplement le faire-valoir de grandes entreprises qui voudraient faire du business sur le dos des agriculteurs. Qu'ils soient bénéficiaires, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie complémentarité entre la fonction nourricière, qui est la priorité des agriculteurs, et l'enjeu des énergies renouvelables pour répondre à l'enjeu des gaz à effet de serre, qui fait partie de notre préoccupation, et nous avons toute la capacité de le faire au niveau de l'Union européenne. Mais ces nouvelles technologies comme la méthanisation ou le solaire également, hein, ou que vous pouvez aussi utiliser en agriculture, ça coûte cher tout ça. Vous allez encore demander des aides à l'Europe pour ça? Non, il n'est pas question de demander des aides, il est question d'avoir des investissements qui soient rentables et qu'il y ait un vrai partage du risque dans ce genre d'investissement et de savoir. Mais vous avez les moyens d'investir? On a les moyens d'investir en passant des vrais deals avec des opérateurs, que ce soit dans le secteur de l'énergie renouvelable. Est-ce que demain, oui ou non, avec le gaz, les gaz à effet de serre, on est prêt à faire de l'injection directe du gaz à partir de la méthanisation, des usines de méthanisation? Nous disons que oui, à condition que la technologie avance le plus vite possible et qu'on puisse le faire au plus proche des agriculteurs. Merci beaucoup Joël Limousin, donc de la FNSEA. On va du côté de la Pologne, un pays qui a reçu quand même pas mal d'aide de la politique agricole commune. Malheureusement, il n'est pas encore en ligne avec nous. Je voulais vous demander, Joël Limousin, est-ce que vous avez l'impression que du coup il y a eu une sorte d'inégalité justement entre les pays en matière de subventions qui sont accordées par la PAC? On prend justement le cas de la Pologne et de la France. Alors, il est vrai que la France, pendant des années, était bénéficiaire dans le cadre de la PAC. Les choses se sont inversées beaucoup plus récemment.
et notamment permettre à des pays comme la Pologne de pouvoir bénéficier fortement de subsides de l'Union européenne. Alors c'est vrai que ça fait mal pour les agriculteurs français dans un premier temps, mais est-ce que ça s'appelle pas la solidarité européenne, ça? Mais nous avons besoin d'une Europe forte en matière agricole, parce qu'aujourd'hui, c'est 380 milliards d'euros en production agricole au niveau européen. Et tout à l'heure, j'entendais les discussions au travers des négociations de libre-échange. Nous avons besoin d'une Europe forte pour aller négocier avec le Canada ou les États-Unis. C'est de savoir est-ce qu'on a une politique claire sur quelles importations, quels échanges dans cette mondialisation des échanges qui est de plus en plus forte. Mais des pays européens limitrophes forts, c'est aussi contre les agriculteurs français. Vous êtes régulièrement aussi sur des opérations, on le voit dans l'actualité, où vous dénoncez les prix des tomates espagnoles ou des concombres portugais. Là, ça, c'est un vrai sujet des coûts de production. Là, il faut que les nouveaux élus qui vont être en place mettent le paquet sur cette harmonisation, on va dire, sociale. Sortie exploitation agricole. Nous sommes aussi bons au niveau de l'élevage que nos collègues allemands ou d'autres pays. Par contre, où le bas blesse, c'est qu'on a une différence forte lorsqu'il s'agit de la transformation des produits, et c'est ce qui nous met en concurrence intra-européenne. Et c'est là-dessus, pour le mandat à venir, qu'il faut mettre la priorité. Nous avons une véritable politique agricole commune sur le secteur de la production. Il faut qu'on ait aussi les mêmes critères en matière sociale notamment. Les Allemands ont donné cette impulsion au travers d'un début de SMIC, dont acte. Maintenant, il faut qu'on puisse le valoriser sur un plan européen. Merci beaucoup Joël Limousin. Nous avons avec nous Rasmus Bertelsen, avec nous en ligne bien sûr, puisqu'il est au Danemark. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Oh, bonjour, je si suis vous au voulez. Canada pour aujourd'hui, alors c'est pour ça que j'ai dit bonjour. Ah, bien ben, sûr, bonsoir France. C'est beau l'Union européenne en version étendue, puisque donc vous êtes au Canada et on vous joint à Nantes, si c'est pas magnifique. Nous avons parlé agriculture, compétitivité, et évidemment tout ça est lié de près et de loin à l'emploi. Le Danemark est un pays qui a peu été touché par la crise. Comment se sont passées les élections européennes? Je suppose que vous les avez suivies même à distance. Oui, mais bien sûr, moi je suis candidat social-démocrate pour le Parlement européen. Et je dirais que le défi commun de tout l'Europe, surtout de tout l'Europe, c'est bien sûr c'est le défi populiste. Et c'est un défi qui est nourri par l'inégalité et l'exclusion sociale. Et cela, ça se tourne bien sûr autour de la question de l'emploi. Et ce que nous voyons clairement au Danemark, c'est bien sûr que le Parti populaire danois ou Parti du peuple danois, je ne suis pas sûr du nom français de ce parti, Dansk Folkeparti, ce parti va peut-être être le plus grand parti danois au Parlement européen, et c'est un parti classique populiste de droite. Et mon analyse, c'est clairement que un parti comme ça, c'est nourri par des questions d'inégalité sociale et de l'exclusion de l'économie et du marché de travail. Mais est-ce que justement c'est pas un peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait avant? Le Danemark a peu été touché par la crise et pourtant c'est quand même la droite, et vous le disiez, peut-être une droite qui ne vous convient pas, qui se retrouve en tête des élections. Oui, mais plutôt aujourd'hui, avant de notre conversation, j'ai regardé les chiffres du bureau statistique danois et bien sûr le Danemark a un taux de chômage de 5,1%, ce qui est... Mais au même temps, nous savons, le Danemark a une population de 5,5 millions et nous avons plus de 2 millions Danois qui dépendent de soutien public pour leur vie. Et notre problème, c'est clairement que nous avons beaucoup trop de personnes qui sont exclues du marché de travail et beaucoup de ces gens ne sont pas comptés comme chômeurs.
Merci beaucoup à Rasmus Bertelsen d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée au Canada. Profitez-en bien. Merci beaucoup et bonne soirée. Radio Nantes et Radio Fidélité vous font vivre la soirée électorale des européennes en direct de l'espace Cosmopolis de Nantes jusqu'à 23h30. L'environnement dans l'Union européenne, ce n'est pas que l'agriculture dont on parlait avec Joël Limousin, c'est aussi la pêche et nous sommes évidemment concernés dans notre circonscription ouest. José Jounot est avec nous. Bonsoir José Jounot. Bonsoir. Vous êtes président du comité régional des pêches. Et évidemment, l'Union européenne vous touche au quotidien puisque la nouvelle politique commune de la pêche a été réformée, tout comme la PAC, c'est pour 2014-2020. La PCP, en 2 mots, c'est quoi? C'est des règles communes pour les 28 États membres en matière de pêche? C'est compliqué parce qu'on n'a que 6 États membres qui sont riverains. Tant que par rapport à l'agriculture, où tous les États membres pratiquent une forme d'agriculture, peut-être différente de la nôtre, on n'est que 6. On a un particularisme au sein même de l'Union européenne. C'est ce qui nous gêne un peu, justement, quand on parle de régionalisation, etc. Je suis désolé, hein, mais quand on voit le Luxembourg qui prend des mesures tout à fait arbitraires sur certaines espèces de poissons, on ne comprend pas forcément. Nous allons d'ailleurs avoir une eurodéputée luxembourgeoise juste après. En quoi la politique européenne impacte votre travail au quotidien? Par un manque de lisibilité. Par exemple, je vais vous prendre un exemple flagrant. On rentre dans cette nouvelle politique commune des pêches, avec tout un règlement qui s'y accompagne, bien sûr, sans savoir si c'est applicable ou pas. Je vais vous prendre un exemple tout à fait concret. Tout à l'heure, on a parlé de la méthanisation sur l'agriculture. Nous, on parle du zéro rejet. On nous impose, et on est tout à fait d'accord, le rendement maximum durable, le fameux RMD. Et d'un autre côté, on nous demande de ne plus rien rejeter des espèces soumises à quota. On peut peut-être expliquer en 2 mots, ça veut dire que ce que vous pêchez dans vos filets, que vous ramenez à bord finalement, mais qui ne vous convient pas, qui est hors norme ou qui finalement est abîmé, que vous ne pourrez pas vendre, vous pouviez le rejeter à la mer, ce ne sera plus le cas, vous devrez le débarquer au port. Toutes les espèces soumises à quota. Le souci qu'on a, c'est qu'on a des navires aujourd'hui qui ne sont pas du tout adaptés pour pratiquer ce type de pêcherie. On a calqué la pêche française sur la pêche minotière nord-européenne. C'est relativement dangereux. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les spécificités régionales. Je prends l'exemple du golfe de Gascogne, la région Pays de Loire, et c'est le point central du golfe de Gascogne. On est obligé de mettre en place, à partir du 1er janvier 2015, sur certaines pêcheries, justement ce zéro rejet. C'est-à-dire que nous allons avoir des navires qui risquent de faire l'aller-retour uniquement pour ramener du rejet. Si vous n'attendez pas de la communauté européenne une certaine protection de la ressource, qu'est-ce que vous en attendez? C'est pas qu'on attend de la Commission européenne ou de la communauté européenne de prendre des mesures. Je pense qu'il y a un niveau de méconnaissance justement de la ressource. Quand on sait qu'aujourd'hui il n'y a que 35 voire 40% de certains stocks qui sont connus, ce qui nous paraît très dangereux, c'est d'appliquer stricto sensus la mesure de précaution. C'est-à-dire qu'on gère la pêche aujourd'hui en Europe uniquement par méconnaissance. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, puisque vous connaissez bien vos eurodéputés de l'Ouest comme Alain Cadec et Isabelle Thomas, qui sont un peu nos spécialistes de la pêche. Vous dites qu'ils sont à votre écoute, qu'ils suivent de près les dossiers, mais en même temps, la théorie et la pratique sont complètement différentes en matière de pêche. Alain Cadec et Isabelle Thomas, nos eurodéputés, heureusement qu'on les a d'ailleurs, parce que c'est les seuls interlocuteurs qu'on a vraiment au sein de la Commission européenne. On est plus que 15 000 marins-pêcheurs en France. Secteur hyper minoritaire. On a toujours été un peu les enfants chéris, hyper protégés de la République. Aujourd'hui, que voulez-vous, même dans leur lettre d'intention, on ne parle pas de politique commune des pêches. J'ai pas vu le mot pêche de prononcer. C'est quand même un peu dommage parce que quand on voit tous nos ports littoraux, etc., en termes d'impact social, économique, le fameux triptyque environnemental, on aborde un peu trop, à mon sens, la politique commune des pêches que par le prisme environnemental. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelle serait la politique commune des pêches idéale selon vous? Un peu plus de lisibilité. C'est-à-dire concrètement? Nos quotas de pêche sont attribués tous les ans entre le 20 et le 25 décembre, après d'âpres négociations. On a l'impression qu'on a traité, par exemple, de la sole contre un TGV. On a l'impression qu'on a traité du maquereau contre... Mais c'est une impression ou c'est la réalité? Non, ça c'est la réalité. Comment voulez-vous qu'une entreprise de pêche, parce qu'on parle toujours du marin-pêcheur, mais un navire de pêche aujourd'hui, c'est une entreprise de pêche en tant que telle. Citez-moi une entreprise, quelle qu'elle soit, qui se permet de se mettre de gros enjeux économiques et sociaux sur le dos,
sans connaître son avenir. C'est-à-dire qu'on est dépendant des quotas à venir sur l'année qui arrive. Donc, si vous avez une fermeture de pêcherie dans l'année qui suit, vous vous retrouvez avec des navires le long du quai, avec tous les impacts qui s'accompagnent. La PCP, donc un dossier à suivre également après 2020, pas juste sur le prochain mandat du Parlement européen. Merci José Jouneau d'avoir été avec nous. Je vous le disais, nous avons une eurodéputée luxembourgeoise en ligne. Il s'agit d'Astrid Lulling. Astrid Lulling, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée sortante du Parti populaire européen et vous étiez la doyenne du Parlement européen. Vous ne vous représentez pas là sur les listes aujourd'hui. Alors, on a envie de vous poser la question. Quel est votre regard sur votre dernier mandat ? Oh, le dernier mandat était très, très intéressant et je dirais aussi très stressant parce que je suis membre maintenant depuis 34 ans de la Commission économique et monétaire du Parlement européen. Vous savez qu'avec la crise qu'on a eue, la Commission économique et monétaire était celle où il y avait le plus de règlements, de directives à traiter pour résoudre les problèmes causés par la crise monétaire et la crise bancaire en Europe, dans l'Union européenne et surtout dans l'eurozone. Vous allez regretter vos collègues ? Vous allez regretter vos collègues, Astrid Lulling ? Pardon ? Vous allez regretter vos collègues, Astrid Lulling ? Ah oui, oui, parce que vous savez, moi, c'est pas, j'ai pas décidé de ne pas être candidate. Mon parti m'a pas mis sur la liste. Mais ce n'est pas, ils ont dit que c'est à cause de mon âge, mais si eux ont un problème avec mon âge, moi j'en ai pas. Et je suis totalement capable physiquement et intellectuellement de faire le travail, mais j'ai pas été retenu pour la liste parce que j'aurais été élu. C'est ça qui est un peu dommage. Si on sait qu'on aurait été élu et qu'on n'est plus candidate parce que ceux qui sont avec vous sur la liste ont peur que vous soyez élu, alors eux pas. Donc voilà. Vous n'êtes pas pour la limitation des mandats, madame? Limitation pour l'âge? Du nombre de mandats. Ah, mais non, je suis pas pour la limitation. Vous savez, surtout au Parlement européen, il faut de l'expérience. Si vous voulez avoir de l'influence, il faut de l'expérience. Il faut connaître les gens. Si vous débarquez, même si vous avez été ministre ou premier ministre, vous n'êtes rien. Au Parlement européen, vous devez connaître d'abord les rouages, savoir who is who and which is which, être bien connecté avec tous les collègues, mais aussi des autres groupes. Donc, moi, je ne vois pas. Moi, j'étais la seule rescapée du Parlement non élu. Et beaucoup de collègues regrettent que je ne sois plus là parce que j'ai une expérience, je connais ce Parlement ou ses prédécesseurs depuis 52. Merci beaucoup Astrid Lulling. Malheureusement, on doit déjà vous arrêter, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous et on ne doute pas de votre forme physique et intellectuelle, pas de souci.